Ouais, peut-être un, ça suffit pour Colin. Ok, après, bon, je te laisse. Non, mais c'est bien, je pense que c'est bien s'il n'y en a pas trop sur la table, t'as raison. Mais juste un pour Colin, ça sera nickel. Super, merci beaucoup. Je me suis pas désigné volontaire pour l'optimisation. Ouais, mais ça, selon mes textes, d'ici 5 minutes, ça devrait tomber. Donc, ouais, normalement, j'ai organisé tout pour que ça ne tombe pas dessus. On verra si l'espace de sécurité que j'ai pris est suffisant. La exposition est tout le monde à tomber dessus. Couler dans cette traversée. Au pire des cas, intensifier un peu le vent qui avance. Voilà, j'ai trouvé ma femme, c'est super. Alors, je pense que nous pouvons démarrer. Si ça joue pour toi, Yannick, ça joue, super. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette première conférence de la journée, de cette dernière journée du Digital Dream Festival, au sein de cet espace qui s'intitule donc Le numérique et nous. Quelques petits mots sur la fonction de cet espace au sein du festival, et puis ensuite, évidemment, je présenterai notre invité d'aujourd'hui, notre premier invité. Donc c'est un espace ici, cette petite tente, le numérique et nous, qui a deux fonctions, deux aspects dans le festival. La première fonction, c'est celle de nous faire découvrir certains aspects
différents aspects de la culture numérique au travers d'invitations souvent prestigieuses comme celle de Jacques Besson aujourd'hui. Différents aspects donc de cette culture, des aspects qui peuvent avoir trait à la dimension sociologique, à la dimension politique, à la dimension de santé, à la dimension économique, de toute cette grande culture du numérique dans laquelle nous baignons. Et le deuxième aspect, la deuxième fonction de ce petit espace, c'est justement de se réapproprier collectivement, par le biais du débat, par le biais de la discussion avec des experts et des expertes, ces différents aspects de notre culture du numérique. Et c'est la raison pour laquelle on laissera une grande part à la discussion durant l'ensemble de ces interventions que Jacques Besson inaugure avec nous aujourd'hui. Voilà. Moi, je m'appelle Colin Paliche, je travaille pour le Centre de compétences en durabilité ici à l'Université de Lausanne, où je coordonne les activités d'un observatoire qui s'appelle l'Observatoire des récits et des imaginaires de l'Anthropocène. Voilà pour les présentations. Et donc, je passe maintenant à la présentation de notre premier invité, Monsieur Jacques Besson. Donc, Jacques, vous êtes médecin, psychiatre, addictologue, ancien chef du service de psychiatrie communautaire, département de la psychiatrie du CHU, du Centre hospitalier universitaire vaudois, jusqu'au 31 juillet 2018. Et actuellement, vous êtes professeur honoraire à l'Université de Lausanne et professeur invité à l'Institut des humanités en médecine de la faculté de biologie et de médecine ici à Lausanne, donc de la FBM. Et vous avez été aussi vice-recteur recherche et affaires étudiantes à l'Université de Lausanne de 2003 à 2006. Vous êtes aussi membre du conseil de fondation du Fonds national suisse pour la recherche scientifique. Vous avez été jusqu'en 2015 et rédacteur en chef des archives suisses de neurologie, de psychiatrie et de psychothérapie pour la partie francophone jusqu'en 2018. Et actuellement, vous êtes membre du Sénat de l'Académie suisse des sciences médicales, dont vous avez été jusqu'en 2018. Et votre intérêt pour la psychiatrie communautaire, c'est un peu la particularité justement pour laquelle on vous reçoit, et la santé mentale, vous ont aussi porté à étudier depuis de nombreuses années les rapports entre psychiatrie et religion, et entre neurosciences et spiritualité. Et donc, on aura peut-être l'occasion d'en parler au moment de la discussion. Vous nous proposez une réflexion intitulée « Overdose digitale » et je vous cède la parole. Merci Colin. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les jeunes. Voilà. On va commencer par une question toute simple. Qui c'est qui est addict ici? Alors, levez pas tous la main. Hein. Alors, des addictions, est-ce qu'on est tous addicts déjà, hein? Alors, vous êtes addict, voilà, c'est quoi, au numérique? Ou pas seulement, ou bien à plusieurs choses. Puis c'est quoi la définition, hein? Ah là là, dépendant, addict, crochet, oh là là, oh là là. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous addicts dans le fond, hein? Quand un truc est bon, on en bouffe, non? Pourquoi on s'arrête? On est un peu bête. Si l'héroïne est tellement puissante, pourquoi on n'est pas tous à l'héroïne? Si la cocaïne nous rend tellement sympa, pourquoi on n'est pas tous sous cocaïne? Un Colin. Oh ben, oui. Est-ce qu'on peut être addict au café, Colin? Trop, c'est combien? Ouais. Alors ça, c'est une question que les addictologues détestent. Trop, c'est combien? Parce qu'on n'arrête pas d'embêter les gens avec ça. Vous voyez, en alcoolologie, on dit, vous buvez combien de verres par jour? Alors, M. Bolomé, à l'Utri, il dit, 3. Alors, moi, je dis 30, parce que je traduis, vous voyez. Puis, je dis, alors, vous jouez combien d'heures aux jeux vidéo, les jeunes? Hein? Combien? 1 heure, 1h30. Ouais, alors, je dis 3, direct. Tu vois? Ouais. Parce que, est-ce qu'on est honnête en matière d'addiction? Hein? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas honnête? Parce que ça nous fait du bien. Ah! Continuer, on ne veut pas s'arrêter. Il n'y a pas de mal à se faire du bien? Trop, c'est combien? Ouais. De toute façon, en matière d'alcool, vous savez ce qu'ils disent, les gens? J'arrête quand je veux. Puis je dis, mais monsieur Bolomé, vous avez arrêté quand la dernière fois? Oh, je ne me rappelle plus, ça devait être en 1900. Donc, voyez-vous. Donc, trop, c'est combien? Comment est-ce qu'on va faire pour avoir
une espèce de critériologie, des critères pour savoir si on est addict ou pas. Alors, il y a des statistiques. J'ai été regarder un petit peu. Mais alors, les statistiques, c'est le bazar. Parce que, dans le fond, on ne sait pas grand-chose. Alors, ce qu'on sait, c'est que, grosso modo, en Occident, 90% des jeunes ont accès à des connexions Internet. Bon. 80% des gens qui ont entre 12 et 35 ans jouent plus ou moins avec des jeux vidéo ou sont sur les réseaux sociaux. Bon. Après, on admet que les jeunes, disons 18-35 ans, ils jouent en moyenne et tout tapotent des écrans 2,5 heures par jour, qui est considéré comme une moyenne et qui est considéré comme normale. 1h30, tu es en dessous de la norme, jeune homme. Hein? Ça ne suffit pas, tu peux jouer encore 1 heure de plus. Dis à ta maman. Hein? Bon, mais après, quand on regarde un peu les écarts de la moyenne, on voit qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui sont 4 heures par jour sur les réseaux sociaux, qui jouent au game, etc. Puis après, ça peut aller plus loin. Il y a des chiffres qui ont été rapportés dans des statistiques où des gens sont 15 heures par jour sur leur écran. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer des conséquences dommageables. Parce que si vous êtes 15 heures par jour sur un écran, vous allez moins bien manger, moins bien vous hydrater, vous allez moins bien dormir parce que vous suivez vos héros la nuit pour ne pas perdre des points ou je ne sais pas quoi. Et puis, dans le fond, vous vous désafférentez de la vie normale. Vous devenez dans un isolement social qui va aggraver le problème. Vous allez avoir des échecs scolaires, perdre des amis, des nanas, des copains, etc., etc. Bon, donc, comment est-ce qu'on va faire pour définir l'addiction? Vous voyez bien que si on discute du nombre d'heures passées, on ne va jamais s'en sortir. C'est comme l'alcool. Dans le fond, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'avoir un critère comportemental qui soit un diagnostic qui permette de mettre de l'ordre et de discerner le trop c'est combien. Voilà, M. Palich. On peut passer à la définition? Passons à la définition. Bon, vous me permettez? Bon. Alors, l'addiction a été définie depuis le début de ce siècle comme un trouble, disorder. Ce n'est pas une maladie, c'est un trouble mental et du comportement. Donc ça se passe dans la cafetière et ça modifie le comportement. Trouble mental et du comportement qui est caractérisé par la perte du contrôle des consommations, malgré les conséquences négatives, avec automatisation. Alors ça devient facile. Madame Michu, qui mange trop de millefeuilles, est-ce qu'elle a une addiction au sucre? Facile. Elle pèse 140 kilos, elle a le diabète, et son médecin lui a dit 45 fois de bouffer moins. Est-ce qu'elle a une addiction au sucre? Oui. Elle a perdu le contrôle de sa consommation, elle a des conséquences dommageables, elle est automatisée. Pour l'alcool, pas besoin de faire un dessin. Prenons un exemple. Monsieur Bollomet, quand il est malheureux, il picole. Quand il est heureux, il picole. Et quand il s'emmerde, il picole. Donc, vous voyez le mécanisme de l'automatisation. L'addiction, c'est comme une espèce de cancer psychique où il y a un envahissement du mental et du comportement par des rituels automatisés malgré la conscience qu'on a des conséquences négatives. Avec cette définition, vous n'avez plus besoin de parler de consommation, vous n'avez plus besoin de faire avouer aux gens combien ils boivent, combien ils mangent, combien ils jouent, combien ils font d'heures d'écran, ça n'est plus important. Comprenez? Alors, qui est vulnérable pour les addictions? Eh bien, la recherche a montré des variables biopsychosociales. Alors, sur le plan biologique, on a une génétique. Si vous avez des parents qui ont un problème d'alcool dans la famille, premier et deuxième degré, vous aurez 8 fois plus de chances d'avoir un problème d'alcool. Il y a une transmission intergénérationnelle.
Il y a des vulnérabilités psychiatriques. Si vous avez un trouble bipolaire, vous êtes maniaco-dépressif, vous avez 30 fois plus de chances d'avoir une addiction. De manière générale, les pathologies mentales, par exemple les troubles anxieux. Les troubles anxieux, eh bien, si vous découvrez tout d'un coup que c'est quand même assez bien de prendre un petit peu d'héroïne quand vous êtes dans des attaques de panique, vous êtes fichu parce que vous aurez les attaques de panique, l'attaque d'héroïne, le sevrage de l'héroïne et le retour des attaques de panique. Vous êtes un peu timide et que vous prenez de la coke, ça va être très bien à court terme. Vous êtes moins timide. Potion magique. Mais après qu'il n'y a plus de coke, ouh là 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 là, c'est compliqué ça. Vous vous rappelez, sur Couleur 3, il y avait des plaisanteries. Il disait « Oh, la drogue, c'est de la merde, hein, surtout quand il n'y en a plus. » Donc, le numérique, ça va ressembler beaucoup. Si on est anxieux, si on est dépressif, si on a des problèmes de phobie sociale, si on a des problèmes d'humeur. Et puis, bien sûr, on a aussi vu qu'une des vulnérabilités pour les gens qui se replient sur eux-mêmes, c'est les psychotraumatismes. Les enfants qui ont été maltraités, abusés, que ce soit sur le plan physique ou plus personnel dans l'intimité. Donc, les vulnérabilités traumatiques sont sous-jacentes aux addictions, quelles que soient ce soit les substances ou la compulsivité numérique. Donc, d'être scotché derrière son écran, de rétrécir le monde. Le monde est plus facile à maîtriser, il fait 11 pouces. Alors le monde est plus étroit, vous voyez, c'est plus simple que d'aller dans la vraie vie. Et puis on a des copains. Ça s'appelle des guildes, non? C'est juste? Ouais. Ouais, enfin, c'est des groupes de potes qui mènent des combats dans l'espace virtuel. C'est ces jeux en ligne et tout. Alors on est des héros, on n'est jamais seul, on peut jouer 24 heures sur 24. Donc il y a du lien social virtuel, parce que le virtuel, c'est quand même la présence de l'absence. Vous pouvez communiquer partout dans le monde, vous n'êtes pas un petit perdu, dépressif et anxieux à Chavannes. Vous êtes le grand druide géant qui a anéanti les méchants extraterrestres, c'est formidable. Alors comment ça marche dans le cerveau ? Alors, dans le cerveau, si vous voulez, on a hérité du règne animal toutes sortes de couches évolutives qui vont depuis le dinosaure jusqu'au professeur de l'université de Lausanne, vous voyez, pour prendre un exemple très haut. Vous voyez, je fais de la pub pour la boutique, Colin. Hein, ouais. Bon. Alors, le cerveau archaïque, il est hérité des animaux les plus primitifs. Quand on fait l'expertise de la conscience animale, on voit que les premiers êtres vivants animés, la première chose qu'ils doivent faire pour survivre, c'est le seeking. Ils doivent explorer. Si vous n'explorez pas, vous ne trouvez rien à manger, vous mourrez. Et puis, il faut aussi avoir peur. Parce que si on n'a pas peur, on se fait manger par l'autre. Ça, ce n'est pas bien. Donc, bonjour. Donc, seeking, fear. Et puis, il faut être capable d'être agressif. Se défendre, rage. Voilà, ça c'est bien. Seeking, fear, rage. Et puis, il faut aussi se reproduire, sinon il n'y a plus de petits dinosaures. Hein, puis voilà. Bon. Donc, lust. Ça, c'est les 4 besoins fondamentaux depuis le dinosaure jusqu'à aujourd'hui. Et dans les addictions, vous allez retrouver une caricature de ça, parce que le cerveau qui s'occupe de ça, c'est une petite noisette, une petite cacahuète à la racine du cerveau, et ça commande beaucoup de choses. On peut l'appeler striatum ou système limbique, on peut donner beaucoup de noms. C'est le cerveau archaïque. Et ce cerveau archaïque, il pilote vos décisions au quotidien. Vous dites, est-ce que je vais faire des études de droit ? C'est pas très sexy, mais... Si vous imaginez que vous êtes un grand avocat et que vous devenez conseiller fédéral, ça y est, vous êtes inscrit en faculté de droit, ça, c'est sûr. Bon. Donc, vous voyez que ces 4 fondamentaux qui vont être plus renforcés par des pulsions qu'il y a chez les mammifères, c'est-à-dire jouer, soigner, être triste, toutes ces émotions fondamentales,
elles sont dans un système émotionnel qui est le cerveau d'en bas. Et c'est lui qui nous fait prendre des décisions vraiment très importantes. Pour se marier, pour faire du sport, pour conduire une voiture. Si vous n'avez pas un cerveau de lézard sur l'autoroute, vous êtes foutu. Parce qu'il faut pouvoir éviter les autres imbéciles, vous voyez. Puis là, vous ne réfléchissez pas à la racine carrée de la vitesse du temps de freinage. Hein. Non, vous avez besoin de votre cerveau de lézard. Donc, dans les addictions, vous allez avoir, avec les substances, héroïne, cocaïne, alcool, nicotine, etc., vous allez avoir un piratage, du jacking, comme le carjacking. On arrache le conducteur de la bagnole et on lui prend le volant. Eh bien, l'héroïne, la cocaïne, l'alcool, ils vont faire ça. Ils vont vous éjecter de votre cerveau puis ils prennent les commandes. Y a-t-il encore un pilote dans l'avion? La réponse, c'est il y a un pirate dans l'avion. C'est ça la réponse. Et alors, que fait le cerveau d'en haut? Celui de la culture, de l'intelligence, de la connaissance, de la bienveillance, de la gentillesse, de la complexité, de la réflexivité. Qu'est-ce qui fait le cerveau d'en haut? Eh bien, il perd des plumes. Et le match cerveau d'en haut contre cerveau d'en bas se joue sur des années jusqu'à ce que le cerveau d'en bas l'emporte dans l'addiction définitive, où il va y avoir une destruction finalement de la vie du sujet. Il fait plus de foot, il a plus de copains, il va plus au cinéma, il s'amuse plus, il est plus que derrière son écran, derrière son téléphone, et puis c'est l'horreur. Parce que moi j'ai voulu prendre mes enfants une fois sur une île en Grèce où il n'y avait pas de connexion, mais ils ont poussé des cris épouvantables. On appelle ça la nomophobie, no mobile phobia. Ouais. Tu vas aller en vacances là où il n'y a pas de connexion? Ah ouais? Oh, mais ça va venir, que tu seras plus grande. D'accord. Donc, vous voyez, il y a un nouveau besoin. Les psychanalystes appellent ça un néo-besoin. Les lacaniens, pour ceux qui aiment les jeux de mots, ils disent c'est le désir qui s'écrase dans le besoin. Il n'y a plus de créativité, il n'y a plus de poésie, il n'y a plus qu'une seule chose. Consommer, consommer, consommer. Alors, du numérique ou des substances, c'est la même chose pour le cerveau, parce que quand on a des comportements numériques, digital, eh bien, on reçoit chaque fois une petite décharge de dopamine. Ah, on gagne une petite médaille. Oh, on voit une femme à poil là au fond à gauche. Là, on voit un joli monsieur qui monte ses muscles. Voilà, donc tout ça, ça donne des micro-récompenses. Et le cerveau, il pilote avec cette exploration, le seeking. Il veut explorer pour trouver des récompenses. Et il n'a pas peur. Ça, c'est le problème. Bref. Donc, ce combat entre le cerveau d'en haut et le cerveau d'en bas, c'est tout l'enjeu des traitements. Et je me tourne vers Colin. J'ai encore 5 minutes pour les traitements? Oui. Parce que vous allez dire, mais alors c'est la catastrophe, cette histoire. Hein, on ne va jamais s'en sortir. On est piraté. Le cerveau d'en bas devient plus fort que le cerveau d'en haut. Est-ce qu'on va s'en sortir? Si vous allez à la Riponne, est-ce qu'ils s'en sortent, les copains, là-haut, hein? Des fois. Mais ce que je vous dirais, c'est qu'à la Riponne, c'est le sommet de l'iceberg. Parce que s'il y a 20 ou 30 personnes, c'est tout vu. Au fait, l'héroïnomanie, c'est 1% de la population. 8000 héroïnomanes dans le canton de Vaud, d'accord? La cocaïne, c'est 3 à 5% de la population. Vous vous rendez compte? Ça fait 24, 25 000 personnes qui sont consommateurs réguliers, intoxiqués à la coke. Ça fait du monde. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que c'était... Le désir s'écrase dans le besoin. Bien. Donc, pour les thérapies, ce qui va être important, c'est de donner du pouvoir au cerveau d'en haut, de créer de la connexion entre la conscience, c'est-à-dire le cerveau cortical, l'écorce cérébrale, et le cerveau d'en bas, qui est dans le fond le cerveau sous-cortical. Les réflexes, tout ce qui a été piraté,
Vous préférez prendre une ligne de coke que de préparer vos examens parce que vous avez autant de plaisir à prendre de la coke qu'à réussir votre examen. On ne devrait pas dire ça à l'université. Hein. Donc, l'enjeu, ça va être de restaurer un contrôle du cerveau cortical sur le cerveau sous-cortical. Alors, on va faire des psychothérapies, de toutes les écoles de psychothérapie. On peut faire des groupes de parole, redonner de l'espoir, redonner du lien. Mais et là, je vais peut-être faire un petit zoom sur ma réflexion personnelle, puis vous avez annoncé, Colin. Moi, je me suis occupé des addictions à Lausanne et des pires situations, les héroïnomanes, sidatiques, psychotiques. Hein. Donc, j'ai dirigé le centre Saint-Martin. Et on cherchait à l'époque des épidémies d'héroïne et plus tard de cocaïne. Toutes les solutions à ce problème pour essayer d'aider les gens à s'en sortir. Or, qu'est-ce que j'ai découvert? D'abord, j'ai accepté de travailler quelques années pour l'Armée du Salut, faisant un peu de médecine de rue avec des collègues. Mais aussi, on a travaillé avec les alcooliques et narcotiques anonymes. D'ailleurs, maintenant, il y a des gamblers anonymes, hein, des joueurs anonymes, des internets anonymes. Enfin, c'est le même principe. Il y a un moment où on en a marre d'en avoir marre. Et on fait une espèce de prise de conscience que ça ne va plus comme ça. On touche le fond. J'en ai marre d'en avoir marre. Et alors, on rejoint un groupe où on a des parrainages, et dans le fond, on comprend que le comportement, le produit ou le numérique, en l'occurrence, est plus fort que nous et qu'il est en train de détruire notre vie. C'est la première étape, lâcher prise. Il y a une puissance supérieure qui peut nous aider à lâcher prise et à changer les choses. Vous connaissez la prière de la sérénité? On demande à l'univers, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer. Ouais. Je suis dans le deuil, j'ai des graves maladies, etc. Bien. Mais donne-moi le courage de changer ce qui peut être changé. Et dans l'addiction, vous voyez, on peut changer les choses. Un alcoolique, s'il arrête de boire, il est plus malade. Hein. Et, troisièmement, univers, donne-moi la sagesse de faire la différence entre les deux. Parce que si vous essayez de changer ce qui ne peut pas être changé, vous avez un problème. Donc, on voit apparaître que la question du sens de la vie, la question du sens de notre vie, la question du sens de nos communautés, la question du sens de notre société joue un rôle extrêmement important dans le rétablissement des gens qui ont des problèmes d'addiction. Alors, on a exploré ça avec des recherches et tout. Et pour faire court, il y a des recherches qui ont été faites sur l'impact de la spiritualité sur la santé mentale et sur, disons, le bien-être en général. Alors, il faut bien faire la différence entre spiritualité et religion. La spiritualité, je la définis comme un besoin naturel et universel de tous les humains. C'est un besoin de sens et de lien. Et ce lien, il est de trois ordres. Il y a le lien avec soi-même, être en paix avec soi-même, le lien avec les autres, être en paix avec autrui, dans la bienveillance, la compassion pour les bouddhistes, la charité pour les chrétiens, et le lien avec la nature et l'univers, ou Dieu tel que nous le comprenons. Donc, voyez, ce triple lien avec soi-même, avec les autres et avec en haut, c'est ce qui produit du sens. Et le sens, c'est ce qui produit du rétablissement, et c'est ce qui permet, dans la méditation, de désautomatiser les comportements. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes très préoccupé par la cocaïne, ou par votre jeu vidéo, ou par votre téléphone, qui commence à vous pourrir la vie, vous ne dormez plus, vous ne bouffez plus, vous perdez vos sous, vous avez perdu votre année scolaire, votre emploi, votre copine, bref, eh bien, vous pouvez faire de la méditation en pleine conscience et vous astreindre, chaque fois qu'il y a une pensée d'envie de consommation, vous pouvez utiliser l'acronyme SOBER, ce qui veut dire sobre, hein, en français, SOBER. Alors, c'est basé sur les techniques de méditation en pleine conscience. Je vous explique. J'ai envie de prendre de la coke. Ça me démange. Stop. S. Stop.
Tu bloques la pensée. Je veux prendre mon smartphone, je veux. Stop. Pas de smartphone. Ouh, qu'est-ce qu'il faut faire pour surmonter ça? O, S-O. Observe. Observe. Regarde en toi-même. D'où vient cette envie de prendre le smartphone, de jouer avec les druides atomiques et de tuer tout le monde? Hein? Oui, t'étais engueulé par ton papa ou ta maman, ah ouais. Ah, le maître à l'école est pas sympa, ah ouais. Puis la jolie fille rouquine dans la cour de récré, là, elle veut pas te recevoir ton petit billet gentil, oh là 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 là. Ouais, ça ferait quand même du bien de faire un petit jeu vidéo, hein? Ah, alors maintenant, observe. Stop, observe. Et là, c'est là que la technique de la méditation est efficace. Breathe. Là, on fait les techniques de respiration, hein, du bouddhisme et de la méditation en pleine conscience. À ce moment-là, en se concentrant uniquement sur sa respiration, l'air qui entre, l'air qui sort, l'air qui entre, l'air qui sort, vous pouvez voir passer vos pensées dans le ciel bleu de votre esprit. L'envie de fumer une cigarette s'efface. Ça dure combien de temps l'envie de fumer une cigarette? Hein? Monsieur le technicien? Ça ne dure pas longtemps. 1 ou 2 minutes. Le temps de respirer, puis après on oublie qu'on avait envie de fumer une cigarette. Même chose pour le smartphone. Donc, S-O-B. Et une fois que vous avez bien respiré, laissez passer vos envies de consommer du numérique, eh bien, vous pouvez expand, c'est-à-dire retrouver le contrôle de votre vie, de votre corps, de votre pensée. Et le dernier mot, sober, R, c'est pour responsibility. Response. Vous pouvez reprendre votre responsabilité et votre éthique. Hein, vous retrouvez vous-même. Non, j'irai pas à la Riponne acheter un paxson. Non, je jouerai pas toute la nuit avec World of Warcraft. Non, je ne serai pas avec Counter-Strike à faire gicler le sang des méchants ennemis. Non, non. Donc, comme vous le voyez, il y a des pistes pour renforcer le cerveau d'en haut. Ça peut être la spiritualité, les psychothérapies, l'amitié, reconstruire les liens sociaux, le lien avec soi-même, le lien avec les autres, le lien avec la nature et l'univers. Donc, il y a de l'espoir et je pense que ça va être le mot de la fin. Il y a de l'espoir et j'espère que je vous ai intéressé avec ces différentes dimensions de l'addiction qui s'appliquent au numérique. Soyez-en certains. Merci infiniment, Jacques. Très, très éclairant, très inspirant aussi. On peut peut-être passer... Alors, je passe la parole. Là. Y a-t-il des questions, des remarques, des réactions pour notre invité? Oui. Juste une petite chose, vous avez parlé de transgénérationnel dans les addictions et qu'il y avait 8 fois plus de chances. C'est assez alarmant quand on y pense. Oui. Vous parlez de choses qui sont plutôt innées ou acquises. Est-ce que c'est de passer du temps avec une personne addicte qui nous rend addicts ou est-ce que c'est vraiment les gènes qui transmettent ça? Je vous remercie pour la question, elle est très importante et très intéressante. Aujourd'hui, on a un modèle qui s'appelle vulnérabilité stress. On peut avoir plus ou moins de vulnérabilité, par exemple plus ou moins de gènes, plus ou moins de traumatisme, plus ou moins de dépression, plus ou moins de problèmes sociaux, migration, etc. Et on peut avoir plus ou moins de stress dans notre environnement. Alors il y a des gens qui sont très résistants, ils ont beaucoup de vulnérabilité, mais ils sont très résistants au stress. Alors ils ont de la chance. Mais il y a des gens qui ont très peu de vulnérabilité, mais ils en ont juste une qui est très vulnérable au stress. Donc on est dans ce qu'on appelle le domaine de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est qu'on a ou non des gènes, mais ils s'expriment ou non. Et ça dépend de l'environnement, du contexte, des relations, du moment de l'existence. Donc, dans le fond, ce qu'on a essayé avec le CHUV, on a une application sur téléphone
vous pouvez vérifier si vous avez des vulnérabilités aux problèmes d'alcool. On vous pose des questions sur votre arbre généalogique, sur vos conditions de travail, etc. Puis vous avez un score. On va vous dire, ah, vous avez dit que votre oncle était alcoolique, que je ne sais pas quoi. Votre risque d'addiction à l'alcool est de temps et temps. Donc, on essaye, disons, d'informer les populations que ce serait peut-être mieux de faire un peu attention à l'alcool, par exemple, voyez-vous. Alors, c'est ça, ce jeu épigénétique. Les gènes sont importants, mais l'expression des gènes est importante, et ça dépend de l'environnement. Est-ce que ma réponse vous convient? Bien, merci. D'autres remarques ou questions? Moi, j'ai peut-être juste un petit rebond, un petit corollaire justement sur ces questions d'environnement, parce que, pour revenir à la définition que tu proposais du désir, il faut pouvoir réinstaurer, renouveler le désir pour éviter de s'écraser dans le besoin. Je trouve que cette phrase est assez parlante. Est-ce que tu as l'impression que, puisqu'on est aussi dans un festival qui questionne aussi les enjeux presque sociaux et politiques, qu'on est plutôt dans une société qui favorise le renouvellement ou la restauration du désir, ou, pour prendre un autre terme psychanalytique, dans la satisfaction de la pulsion? Il y a cette différence entre la pulsion et le désir. Est-ce qu'on ne serait pas justement dans un environnement, peut-être aussi avec cette surconsommation, qui favorise l'apparition de nouvelles addictions? Excellente question. Alors, je n'ai pas abordé les dimensions sociopolitiques, mais je vous laisse imaginer les enjeux financiers des addictions en général. Je vous donne un chiffre. Il y a aujourd'hui plus de narcodollars qui circulent autour de la planète que de pétrodollars. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas changer le billet vert. Parce qu'il y a tellement de milliards de dollars en cash autour de la planète qu'on ne peut pas changer le dollar comme monnaie de transaction en cash. Donc ça, c'est les enjeux financiers. Pour le numérique, je ne vous fais pas un dessin. Les jeux vidéo ont de loin dépassé la télévision, etc. Qu'est-ce que j'ai vu comme chiffre aussi? Les casinos en ligne, les jeux en ligne, parce que maintenant, il y a un croisement entre les jeux vidéo et les jeux d'argent. C'est de plus en plus entremêlé, parce que quand on joue, alors moi, j'ai longtemps que je n'ai pas joué, mais on doit aussi payer des trucs pour acheter des trucs, après on gagne des trucs, et puis enfin bon. Donc, et puis après, tout d'un coup, il y a un pop-up, il y a un casino en ligne qui s'ouvre, puis il faut juste jouer 20 balles avec une carte de crédit. Puis si tu n'as pas de carte de crédit, c'est pas grave, tu vas vite au bureau de tabac, puis tu en achètes une au porteur à 20 balles. Donc tout ça, c'est un marché, mais complètement exponentiel. Casino, jeux, machin. Et gaming, gambling, c'est en train de fusionner. Donc c'est des enjeux économiques absolument formidables. Et peut-être la conséquence philosophique, c'est que, de nouveau, c'est du matériel pour séduire le cerveau d'en bas. C'est-à-dire, si tu joues aux jeux vidéo, petit violon, tu n'auras plus de soucis. Si tu vas au casino, tu oublies tout le reste. Si tu es toujours connecté avec ton smartphone, tu n'as que des amis partout, tu communiques tout le temps, tu n'es plus jamais seul. Tu n'es plus jamais seul. C'est une promesse démoniaque. On vous propose une espèce de toute-puissance avec le numérique qui vous distrait. On est dans une civilisation de la distraction. Les gens veulent être distraits parce que la situation est tellement épouvantable, la pollution, la planète, la guerre, les politiciens pourris et tout le machin, qu'on se dit, mais je vais au casino, je gagnerai de quoi faire un petit voyage. Donc on se distrait. Parce que le but, quel est le but de l'existence, chers amis? Quel est le but de l'existence? Est-ce qu'on a appris à se poser la question? Est-ce que c'est d'avoir une grosse bagnole, des jeans neufs, villa, piscine, qu'est-ce que vous mettrez? Encore? Rouge. Ouais, votre cerveau d'en bas, il dégouline, là. Ouais, mais la dopamine que vous faites, là, la vache. Puis surtout, posez pas trop de questions. Non, parce que c'est fatigant. Puis non. Alors le cerveau d'en bas, il dit, on va pas se fatiguer. On va acheter la bagnole à crédit, parce que le temps, on verra plus tard. Et vous êtes dans une civilisation de la distraction qui vous distrait de quoi, si ce n'est de l'essentiel, c'est-à-dire finalement de quel est le but de l'existence. Et je crois qu'il y a une escroquerie digitale, un risque en tout cas,
Parce que les bienfaits du digital, je ne vous fais pas un dessin, il y en a tout le campus ici. Vous pouvez faire des arts, vous pouvez dialoguer, vous pouvez opérer des malades à distance, vous pouvez avoir du virtuel. L'intelligence artificielle, c'est plein de promesses. Mais c'est bourré de démons. Parce que le virus... Vous savez, les mecs qui construisent l'intelligence artificielle, je vais vous faire une confidence. Hein? Ils ont un inconscient. Et il y a quoi dans l'inconscient des mecs qui construisent l'intelligence artificielle? Eh bien, il y a du cerveau d'en bas. Donc, ils veulent du pouvoir, de la puissance, de l'argent, de la domination. C'est des dinosaures. Les GAFA, c'est des tyrannosaures. Scrunch, scrunch, scrunch. Ils ont 200 millions d'années de retard sur l'humanité qu'on aimerait construire dans la fraternité, la communauté, la bienveillance. Parce que le but de l'existence, je vais vous dire, à mon avis, hein, c'est d'embellir le monde. Vous voyez? Alors, si le digital y contribue, je signe en bas, hein. Mais je crois qu'il faut un peu de discernement, cher Colin. Et ça, je pense qu'on est un petit peu pauvre en discernement dans notre société. Et le matérialisme scientifique, qui est aussi présent dans l'université, est une des causes. Tout est matière, tout est jouissance. Ouais, c'est pas si simple. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer avec la matière quand on est psychiatre et spirituel. Regardez un petit peu l'hypnose régressive, la médiumnité, la mort imminente, la télépathie, les multivers, l'existence ou non d'autres dimensions, avec des intelligences extra-humaines. Ah, voilà, ça c'est bien mieux qu'un jeu vidéo. Moi, quand je m'ennuie, je pense à comment pourraient bien être les extraterrestres. S'il y a 8 dimensions sur Arcturus, ils sont comment? Ça, c'est bien plus rigolo que d'être avec ma souris, à écrabouiller au fusil d'assaut des gens des labyrinthes. Bon. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Absolument. Tout à fait. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres réactions? Oui. Bonjour, merci pour l'exposé. J'avais envie un peu de poursuivre votre analogie entre la question de la consommation de substances et ce que moi je vais plutôt appeler l'utilisation des écrans plutôt que consommation. C'est peut-être une question de sensibilité. Parce que c'est vrai qu'à ma connaissance, typiquement en lien avec les consommations de THC à l'adolescence, il y a eu toute une réflexion des professionnels de l'addiction qui, tout d'un coup, se sont rendus compte que les produits auxquels on pensait des années 60-70 n'étaient plus exactement ceux qui étaient consommés par les jeunes. Donc, en fait, la question du nombre de joints ou de la fréquence de consommation ne suffisait pas comme seul critère. Tout à fait. Et donc, si je poursuis cette analogie, je vous ai beaucoup entendu parler de la question du temps. Oui. Par rapport à l'utilisation des écrans. Et quels seraient pour vous les autres critères? Parce que c'est en fait une question de temps, mais qu'est-ce qu'on y fait? Quelles sont les pratiques? Est-ce qu'on joue? Avec qui? À quelle heure? Quoi? Quand? Comment? Enfin voilà, je serais ravie de vous entendre à ce sujet. Oui, alors c'est un très bon exemple. Le THC de mon enfance, c'est le THC de vos grands-parents. D'accord. Après, donc il y a la question de l'addictogénicité. Plus le produit est fort, plus il est concentré, plus il impacte le cerveau, la dopamine, etc. Donc c'est vrai que l'héroïne, par exemple, ça impacte davantage que la codéine. Pourtant, c'est des opiacés. Vous avez parfaitement raison. Mais le vieux psychanalyste Olivenstein, dans les années 70, un des pionniers de l'addiction, il disait, il ne faut jamais oublier qu'il y a le produit, la personne et le contexte. Donc, je crois que dans le numérique, on est vraiment à risque parce que le produit peut être plus ou moins addictogène. Si, je prends l'exemple de ces jeux où il y a des combats avec des fusils, etc. Il y a eu des lobbies pour essayer de faire en sorte que quand les cibles sont touchées, elles ne saignent pas. Ouais. Mais mes enfants, hein, ils voulaient les cibles qui saignent. Ben, c'est bien plus rigolo. Boum, ça saigne. Ou bien il y a un jeu terrible, c'est un jeu où des bagnoles écrasent les piétons et font des horreurs. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, GTA, merci. Mais là aussi, alors, est-ce qu'on a le droit d'écraser les femmes, les vieux, les enfants, les policiers? La réponse est oui, mais il y a eu des lobbies pour censurer.
Et puis, ça ne marche pas. Parce qu'il y a très peu de régulation, au sens où vous l'entendez, de l'addictogénicité, de la violence implicite que demande le tyrannosaure. Le tyrannosaure, qu'est-ce qu'il veut? Il veut du sang, du sexe. C'est ça qui l'intéresse. Et plus on fait régresser ces scènes, ces personnages, ces scénarios, plus c'est brutal sur le cerveau des émotions, sur le cerveau archaïque, et plus ça impacte et on va se sentir au monde parce qu'on n'aura plus assez de dopamine. Donc c'est à la fois un problème de produit et à la fois un problème de contexte. Je vais vous donner un autre exemple. On a fait une étude sur 10 000 recrues qui passent leur recrutement à la caserne de Lausanne. Et on a regardé les facteurs prédictifs de prévention des addictions chez ces 10 000 jeunes. Un gros échantillon. Eh bien, rendez-vous compte, le chercheur qui a trouvé les résultats, il ne voulait pas le croire, il est venu dans mon bureau, il m'a dit « Jacques, ce n'est pas possible ». Le premier facteur de protection, c'est la spiritualité des jeunes personnes. Parce que, dans le fond, ils sont protégés contre ces violences, ces perturbations de la relation, ces torsions du cadre, cette éthique discutable. Et dans le fond, ils sont protégés, ils s'intéressent à autre chose. Et c'est le premier facteur de prévention et le premier facteur de rétablissement quand on les accompagne. Donc, je crois que notre civilisation, elle est un peu malade de ce que j'appelle la clinique du sens. C'est-à-dire que cette civilisation de la distraction, elle nous empêche de réfléchir, d'aller à l'essentiel, qui est finalement construire un monde plus juste, plus beau, de rechercher la fraternité, la verticalité, hauteur, profondeur. Voilà les vraies valeurs. Et c'est un vrai combat pour, je pense, conduire l'humanité vers un stade plus évolué. Parce que finalement, elle n'est pas très vieille. 2 millions de christianisme, 20 millions d'histoires écrites, peut-être 1 million dominiens, 1 million d'années. Voilà. Je crois qu'il faut être capable de comprendre que l'humanité est en marche et qu'on doit apprivoiser ces technologies, ces problèmes. Et c'est une responsabilité collective. Elle peut être écologique, elle peut être libérale, elle peut être sociale, j'en sais rien. Mais je pense que les spiritualités, elles nous aident à retrouver notre centre, notre axe, notre profondeur, les anciens qui nous ont amenés jusqu'ici, et le ciel qu'il faut essayer d'atteindre. Et les robots, le transhumanisme, cet homme défiguré par la machine, il m'inquiète quelque peu, mais je suis un combattant. Je me suis toujours battu et j'espère mourir debout. C'est vos reptiliens. Vous savez, l'archange Michael, il n'arrive pas à tuer le serpent, mais il écrase sa tête sous son pied. Donc, il nous en protège, il nous en débarrasse, mais il n'arrive pas à le tuer définitivement. Il n'y a que le gros patron qui va effacer le mal, mais on verra ça plus tard. Oui. Merci pour toutes ces très intéressantes réflexions. Moi, j'aimerais revenir ou continuer sur la civilisation de la distraction dont vous parliez juste maintenant. Il y a certains auteurs qui analysent d'un point de vue géopolitique une modification de la conscience collective ou des capacités cognitives des populations globalement occidentales, mais maintenant au-delà de l'Occident aussi, par justement l'utilisation très intense des réseaux sociaux et la mise en branle du système dopaminergique en permanence. C'est ça. Est-ce que vous... En fait, la question, c'est un peu, vous le disiez, si on arrête l'alcool, on arrête d'être malade. Là, si on arrête le numérique, imaginons, est-ce qu'on arrête tout le reste aussi? Ou est-ce qu'il y a, à votre avis, déjà des séquelles quelque part dans les fonctions cognitives ou la manière dont notre cerveau fonctionne, dont on ne pourra pas se départir comme ça du jour au lendemain? Alors, je vous remercie. C'est une question très importante. C'est qu'est-ce qu'on va devenir avec cette civilisation du numérique? Parce que c'est la première génération. On ne sait pas ce que vont devenir les enfants dans 20 ans. C'est une génération tout entière. Mais on a quand même des hypothèses. Je peux vous donner un exemple. Quand la télévision est apparue largement dans les années 50-60, il y avait des gens qui étaient très inquiets
en disant toute cette violence dans les films policiers, les westerns, ça va être épouvantable. Ben, en fait, il ne s'est rien passé. Parce que finalement, on se rend compte que c'est des fictions, c'est du virtuel. C'est que dans certaines psychopathologies, mais ça a toujours été, depuis de Cro-Magnon jusque dans la galaxie lointaine, qu'il y a évidemment une variation biologique, mais la plupart des gens apprivoisent, domestiquent, prenez l'énergie nucléaire. On fait des miracles en médecine avec elle maintenant. On a des canons à protons pour réduire des tumeurs, on a des choses. Mais il reste les bombes atomiques. Bon, elles sont un peu rouillées dans les silos, mais enfin quand même. Ouais. Donc je crois que l'intelligence artificielle, les réseaux, le numérique, ça fait partie de cette humanité en marche qui permettra beaucoup de belles et de bonnes choses. Moi, j'ai un fils qui est chirurgien, radiologue sur des robots médicaux. Il peut opérer à distance, au milieu de la mer. Alors ça, c'est formidable. Mais en même temps, ça permet aussi de téléguider un drone pour aller tuer, je ne sais pas quel opposant au régime, je ne sais pas dans quelle montagne. Donc, je crois que l'humanité doit avancer non seulement sur le progrès technique, mais sur le progrès moral. Et je crois que c'est l'enjeu de la spiritualité, qu'il n'y aura pas de mondialisation sans spiritualisation, et j'entends ce déploiement du triple lien. Qu'on soit en accord avec soi-même, avec autrui, et avec le monde et la nature, et l'univers. Réponse très philosophique. D'autres remarques peut-être? On a encore le temps pour une ou deux questions. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Vous parliez de capacité de discernement et je me demandais à quel point un adolescent, par exemple, qui a encore une capacité de contrôle de soi-même qui est assez faible, à quel point il est capable de se rendre compte, entre guillemets, du piège dans lequel il est tombé et à quel point il va pouvoir aussi entamer un détachement du numérique ou d'autres choses. Parce qu'en fait, quand on ne se rend pas compte soi-même de son état, entre guillemets, c'est difficile de pouvoir changer. Ah, c'est une excellente question, je vous remercie, j'ai évidemment pas eu le temps de la traiter. Mais oui, n'est-ce pas, le cerveau est un organe en développement. Il y a, depuis la période fœtale, la petite enfance, l'adolescence débutante. Aujourd'hui, on estime que l'adolescence va jusqu'à 25 ans. Donc on a un peu reculé parce que, ben oui, nos jeunes, voilà, ils font des études longtemps, etc. Donc, ouais. Donc, le cerveau en développement, on peut le mesurer avec les scanners. On voit quel est le degré, on appelle ça la myélinisation, c'est-à-dire que tout est câblé. Parce que le cerveau il vieillit en câblant définitivement les connexions. Mais il y a une période entre, disons, 10 et 16 ans où tout n'est pas encore câblé, tout est encore, on appelle ça plastique. Ça veut dire que c'est encore modulable par l'environnement, par les expériences, par les relations. Donc, l'addiction est particulièrement problématique chez les adolescents. Comme vous le dites, ils ne sont pas encore équipés, notamment dans le cerveau d'en haut, pour résister au cerveau d'en bas. Je prends toujours cette métaphore. Hein. C'est plus compliqué que ça, mais l'enjeu est là. Alors, d'où l'importance de l'encadrement familial, de mettre un cadre, de produire ce que les psychanalystes appellent de la sublimation, c'est-à-dire que la vie, la pulsion vitale se déploie dans autre chose que l'écran, peut-être faire du football, du théâtre, du bricolage, mais même des trucs, pourquoi pas des sports violents, hein, ça fait du bien si jamais, c'est toujours mieux que de tirer sur le voisin au fusil d'assaut virtuel. Donc oui, l'adolescence est une période sensible, mais j'aimerais aussi vous rassurer sur un point. L'adolescence est une période où on explore le monde. Et ce n'est pas la même chose d'être scotché aux écrans quand on a entre 15 et 16 ans. Ça dure peut-être une année, puis après, on trouve un petit copain, une petite copine, puis on passe à autre chose, ou bien on est engagé dans une équipe de foot, puis on n'a plus le temps d'être à l'écran. Ce genre de choses. Donc, l'enthousiasme et l'adhérence au numérique à l'adolescence n'est pas définitive. C'est plus grave d'avoir un père de famille de 30 ans qui passe la nuit sur son ordinateur au lieu de s'occuper de sa femme et de ses petits-enfants, que d'avoir un ado qui manque parfois une journée de cours parce qu'il n'a pas dormi.
Donc il faut être aussi un peu ouvert. Je peux vous donner un exemple personnel. Moi, j'avais un fils qui était un peu geek. Il jouait tout le temps, puis ma femme et moi, ça nous énervait. Puis ça nous énervait. Bon. Et un jour, comme je suis addictologue, je vais voir le spécialiste des addictions numériques à Paris, un copain. Puis il me dit, ouais, tu l'as regardé, ton fils? Puis je dis, bah attends, ça fait 17 ans que je le regarde. Il dit, non, 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 est-ce que tu l'as vraiment regardé? Je dis, bah. Puis il me dit, ben écoute, tu vas retourner à Lausanne, puis tu vas le regarder vraiment. Alors bon, je suis revenu à la maison, puis un peu penaud, je suis allé vers mon fils, puis je dis, écoute, j'étais à Paris pour toi, puis le big boss à Paris m'a dit que je devais te regarder. Est-ce que tu permets? Pas, il était baba, hein. Il dit, ah ben ouais. Ce qui fait que je me suis assis à côté de mon fils, et j'ai passé la soirée, sans rien dire, à regarder ce qu'il faisait. Eh ben, vous savez ce qu'il faisait? Avec la main droite, il tuait tous les méchants, puis il était le champion de sa guilde. Avec la main gauche, il faisait un chat en anglais avec un russe à Moscou, avec la main gauche, comme ça, en anglais. Et puis, avec le casque et le micro, il avait un copain à Berlin, puis il commentait la partie en allemand en même temps. Alors, je me suis dit, ouais, alors d'accord. Je crois que je n'avais pas bien regardé mon fils. Donc, n'est-ce pas, c'est aussi ce qu'on appelle en neurosciences un entraînement cognitif. Donc, c'est aussi important. Et maintenant, mon fils, c'est lui qui pilote les robots médicaux à Genève. Donc, c'est un geek réussi. Et il m'a fait un petit-fils. Et il a une femme charmante. Donc, c'est possible. Voilà. Il y a de l'espoir, Colin, il y a de l'espoir. J'en suis convaincu. Est-ce qu'il continue à jouer aux jeux vidéo en même temps qu'il pilote les robots pour opérer les gens à distance? Donc, il ne rate pas l'opération. C'est vrai. Bon, voilà, ce sera le mot de la fin. L'avenir pour lutter contre l'addiction est peut-être spirituel et philosophique, plus spirituel et philosophique qu'on ne croit. Merci infiniment, Jacques Besson, pour votre intervention. On peut vous applaudir encore une fois, absolument. Merci. Merci. Et je rappelle le titre de votre livre, Spiritualité et addiction, et cette petite maxime latine sur laquelle je n'ai pas eu l'occasion de vous poser la question. Spiritus contra spiritum. Voilà. Mais vous irez voir vous-même. Pour découvrir le secret de cette petite citation. Merci beaucoup. Merci à vous.